Dans ce nouvel épisode, je vais te parler de la peur phobique de vomir qui s'appelle l'hémétophobie. J'en ai brièvement parlé lors de mon précédent épisode. C'est une peur qui est un peu méconnue, mais qui est assez fréquente. Donc l'objectif de cet épisode est vraiment d'aider les personnes qui souffrent de cette phobie de vomir à mettre un nom sur cette phobie, à comprendre que non, tu n'es pas seul à vivre cela, et aussi à faire ouvrir les yeux aux gens qui sont entourés par des personnes qui ont cette phobie de vomir et qui est quelque chose pour eux qui est très difficile à comprendre. Cette peur est bien connue, elle fait partie des 10 phobies les plus répandues et la bonne nouvelle, c'est que tu peux aller mieux. Petit rappel, tu peux t'abonner gratuitement à la newsletter et aussi revoir tous les épisodes sur tun'espaseulpodcast.com. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette peur ? Ça peut être une peur de vomir, ça peut être la peur de voir vomir quelqu'un, ou ça peut être la peur d'être vu en train de vomir en public. C'est vraiment un cercle vicieux, puisque quand on a cette peur, dès qu'on commence un petit peu à avoir des nausées ou envie de vomir, on a encore plus d'angoisse qui se crée. Et donc cette peur est de plus en plus forte, puisque plus on est angoissé, plus on a envie de vomir, etc. etc. Donc, comment ça a commencé de mon côté ? Quels étaient les symptômes ? Je t'explique tout ça pour que tu puisses éventuellement mettre un nom sur la phobie que tu as. Cette hémétophobie a commencé très jeune chez moi. Je me souviens quand j'étais toute petite que je demandais à ma mère de quoi je devais rêver tous les soirs de manière à me changer les idées car j'avais très peur de vomir pendant la nuit et cela m'empêchait de m'endormir. Un peu plus tard, je me souviens avoir arrêté de demander cela à ma mère et à la place avoir mis en place un rituel. Donc tous les soirs, je me disais « ça fait longtemps que tu n'as pas vomi » et je touchais du bois. Et j'avais l'impression, j'étais sûre que si je ne faisais pas ce rituel, alors j'allais vomir dans la nuit. Ensuite, cette hémétophobie a pris de plus en plus d'ampleur dans ma vie jusqu'à devenir vraiment insupportable. Les parcs d'attractions, les boîtes de nuit où les gens boivent beaucoup trop et risquent de vomir, les bateaux, les avions étaient des endroits dans lesquels je n'appréciais vraiment pas me retrouver car j'avais très peur que quelqu'un vomisse autour de moi. Lors de la période des gastros en hiver, c'est là que mes angoisses étaient les plus fortes. Je me lavais les mains de manière incessante, à m'en faire saigner les mains. Je ne touchais jamais une poignée de porte ou un objet que quelqu'un aurait pu toucher avant sans me laver les mains après. Aussi, il était impossible pour moi de manger quelque chose avec mes mains si je ne me les étais pas lavées auparavant. J'avais aussi très peur que quelqu'un de ma famille ou quelqu'un qui vivait sous le même toit que moi tombe malade et ait une gastro. Le peu de fois où ça m'est arrivé, cela m'a provoqué des angoisses terribles durant la nuit. Je me réveillais avec l'impression que j'allais vomir et je ne savais pas si effectivement j'avais attrapé la gastro ou bien si c'était juste mon esprit qui me jouait des tours. Lorsqu'une personne qui vivait avec moi était malade, j'avais juste envie de fuir, de quitter la maison, de partir très loin. Je me rappelle m'être enfermée sur le balcon en me bouchant les oreilles et en chantant pour éviter d'entendre tout bruit pendant que la personne qui vivait avec moi vomissait. Je me rappelle d'avoir à tout prix évité d'aller aux toilettes à l'endroit où la personne avait vomi pendant plusieurs jours, au point d'aller faire pipi dans la baignoire et d'être complètement constipée. C'est aussi des pleurs lorsque mon chat a été malade pour la première fois. Je me souviens avoir pleuré quand mon chat a vomi sur le tapis et que j'ai dû ramasser. C'est aussi la peur d'être un jour enceinte et d'avoir un enfant, puisque lorsqu'on est enceinte, on a souvent des nausées, voire des vomissements. Et aussi, on sait que les enfants sont bien souvent malades de la gastro ou autre et qu'il leur arrive de vomir. Et c'est quelque chose qui m'effraie énormément d'avoir à gérer cela. C'est aussi des techniques que j'ai développées pour éviter à mon corps d'avoir ce réflexe de vomir lorsque je suis malade. Mes principales techniques sont d'avoir froid. Lorsque j'ai froid, j'ai remarqué que ça coupe mon envie de vomir. Donc je m'allonge très souvent quand j'ai mal au cœur sur le carrelage pour avoir froid et que l'envie de vomir passe. Et après cela, aller dormir. Ce que je viens de décrire, ce sont vraiment mes symptômes à moi que j'avais auparavant. Certaines personnes ont vraiment des symptômes beaucoup plus graves.
Certaines personnes refusent de manger, sont anorexiques à cause de cette hémétophobie, car ils ont très peur que s'ils ingèrent un certain aliment, ils vomissent ensuite. Certaines personnes se gavent d'antivomitifs, ce qui peut être dangereux pour leur santé. Donc chacun a ses propres symptômes, mais le point commun, c'est vraiment à quel point cette hémétophobie impacte la vie des gens qui en sont atteints. Lorsque l'on est hémétophobe, on se sent également très isolé. Les personnes autour de nous ne nous comprennent absolument pas. Elles répondent à notre phobie par un « de toute façon, personne n'aime le vomi, c'est normal ». Donc on se sent extrêmement seul et on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais, qu'on est incompris, qu'il n'y a pas de solution et l'on n'a pas non plus le soutien de ses proches puisqu'ils ne comprennent pas. Ce qui plonge également certaines personnes dans une grande dépression suite à cette hémétophobie. Comment réagir lorsque un de nos proches est atteint d'hémétophobie ? Déjà, je te conseillerais d'essayer de la comprendre. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est important pour cette personne de ne pas sentir sa peur minimisée, car pour elle, c'est une des choses qui régit sa vie, tristement. Donc ça a forcément de l'importance et ne doit pas être minimisé. Ensuite, la chose à faire aussi, c'est d'éviter de mettre la personne dans les situations qui déclenchent ses angoisses. Par exemple, on va éviter de mettre la chambre de la personne qui souffre d'hémétophobie près des toilettes. Si tu sais que tu vas faire une soirée très arrosée et que tu risques d'être malade après, peut-être que tu peux aller dormir chez un ami. Si tu sais que dans un film, il y a une personne qui vomit, peut-être qu'il serait judicieux de ne pas le montrer à la personne hémétophobe. Voilà juste quelques petites astuces qui peuvent permettre de faciliter la vie de la personne qui est hémétophobe autour de toi, qui souffre énormément de cela. Donc toute situation qui va pouvoir être évitée sera vraiment une source d'angoisse en moins pour cette personne. Suis-moi et viens me poser toutes tes questions sur mon Instagram Tu n'es pas seul podcast. Maintenant que j'ai partagé mon expérience par rapport à cela, qu'on a posé des mots sur cette phobie, que tu t'es peut-être reconnu dans les symptômes, peut-être que tu en as d'autres, ou bien peut-être que tu as reconnu un de tes proches là-dedans. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je vais vraiment beaucoup mieux. Certes, j'ai toujours peur de vomir, mais cette phobie ne me pourrit plus du tout la vie. Donc dans cette deuxième partie, j'aimerais partager avec toi ce qui m'a aidé et qui, j'espère, pourra t'aider toi aussi ou aider un de tes proches qui souffre de cette phobie. Alors déjà, d'où vient cette phobie ? De mon côté, je n'en ai absolument aucune idée, je ne sais pas quand ça a commencé, j'ai l'impression que j'ai cette phobie depuis toujours. Mais pour certaines personnes, un élément bien précis vient déclencher cette phobie. Ça peut être par exemple lié à un événement traumatique, comme le décès de quelqu'un d'important, ou bien cette phobie peut survenir à la suite justement d'une gastro ou d'une indigestion qui s'est très mal passée et qui nous a vraiment traumatisés. C'est une autre possibilité. Mais dans mon cas, cela ne venait pas de tout ça. Quand cette hémétophobie a commencé à vraiment devenir invivable, que cela m'empêchait de vivre normalement, j'ai finalement décidé d'aller consulter quelqu'un pour m'aider, car toute seule, j'avais l'impression que je n'arriverais jamais à m'en sortir. Je t'invite d'ailleurs à aller écouter mon épisode précédent qui parle de faire une thérapie et à quel point c'est une expérience enrichissante et qui t'aidera vraiment. Donc cette thérapie que j'ai décidé de faire m'a énormément aidée. Je n'y serais jamais arrivée toute seule à comprendre pourquoi j'étais hémétophobe. Dans mon cas, l'hémétophobie était due à quelque chose que je retenais au fond de moi, comme la peur de vomir ce que je pensais. Et lorsque j'ai compris ça, c'était déjà un énorme pas vers un mieux-être. Peut-être pas une guérison complète, mais en tout cas quelque chose qui m'a fait relativiser ma phobie, qui m'a fait m'en détacher et qui a tellement amélioré la qualité de ma vie. Donc ce que je conseille vraiment, c'est de ne pas rester seul, d'absolument demander de l'aide, si possible à un professionnel, que ce soit un psychiatre, un psychothérapeute, quelqu'un qui a de l'expérience éventuellement avec l'hémétophobie de manière thérapeutique. Je sais que c'est très dur de demander de l'aide, puisqu'on s'imagine que lorsque l'on va aller en thérapie pour cette phobie, on va forcément devoir se confronter à elle. Et se confronter à sa plus grande peur est vraiment quelque chose de très difficile, et ça demande beaucoup de courage. Mais ça en vaut vraiment la peine,
puisque après, tu te sentiras mieux et tu pourras probablement reprendre une vie quasiment normale. Dans mon cas, j'ai choisi de suivre une psychothérapie et le fait de comprendre l'origine de ma phobie m'a vraiment aidée en soi, donc je n'ai jamais vraiment eu à me confronter à ma peur en tant que telle. Mais il y a plein de types de thérapies qui peuvent t'aider ou aider ton proche qui souffre de cette phobie, comme par exemple la thérapie comportementale et cognitive, qui peut aider à reprogrammer le fonctionnement du cerveau lorsque cette situation d'être en présence de quelqu'un qui vomit ou de vomir survient. Lorsque l'hémétophobie vient d'un traumatisme, l'EMDR, qui est la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires, est une thérapie qui apparemment est très efficace dans ces cas-là. Donc pourquoi pas essayer ? J'espère que cet épisode t'aura aidé à identifier tes symptômes, à voir que tu n'es pas toute seule ou tout seul à les vivre et qu'il ne faut vraiment pas que tu restes seule, isolée pour combattre cette phobie. Il faut que tu te fasses aider par quelqu'un de compétent qui va aider à améliorer ton bien-être et toute ta vie puisque cette phobie pourrit vraiment la vie. J'espère aussi que ça fera ouvrir les yeux à certaines personnes qui ont dans leur entourage des personnes qui souffrent de cette phobie qui est assez incomprise. En tout cas, il y a vraiment de l'espoir. Cette phobie se soigne et même si elle n'est pas totalement réglée, au moins ça pourra te permettre d'avoir une vie presque normale. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé ce podcast et que tu penses qu'il pourrait être utile à d'autres personnes, laisse un avis sur Podchaser. Et si tu as une question, un commentaire ou bien une idée à me partager, n'hésite pas à me contacter sur Instagram Tu n'es pas seul podcast. Toutes les informations dont tu as besoin sont dans les notes de l'épisode. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul.